J'ai poignardé mon frère dans le dos. Littéralement. Sous les yeux de notre mère agonisante. Ce n'était pas de la rage aveugle. Mais un calcul froid. Forgé dans les abysses de la trahison familiale. Et pourtant, en le voyant s'effondrer, le sang coulant comme un vin maudit sur le parquet de notre maison de Bordeaux, j'ai murmuré « Merci, mon frère, pour m'avoir appris à haïr. » Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours paru un mensonge. Né dans les ruelles sombres de Belleville, j'avais grandi entre les effluves de pain frais et les cris des marchés, bercé par les promesses d'une France éternelle, égalitaire, fraternelle. Mais la fraternité, cette chimère républicaine, s'était brisée le jour où j'ai découvert le secret de mon père. Il n'était pas mort dans un accident de voiture, comme on nous l'avait raconté. Non, il avait été assassiné par mon propre frère, Étienne, pour hériter d'une fortune cachée, un trésor familial enfoui dans les vignobles de Saint-Émilion. J'avais 16 ans quand j'ai lu cette lettre. Jaunie et pliée dans le tiroir de son bureau, une confession écrite de la main d'Étienne, adressée à notre mère, mais jamais envoyée. Maman, je l'ai fait pour nous. Papa voulait tout donner à cette bâtarde de Camille. Camille, c'était moi, la fille illégitime, gâtée par les attentions de père, celle qu'il avait reconnue sur son lit de mort. Je m'appelle Camille Duval, et cette révélation m'a transformé en une ombre errante. À l'époque, j'étais encore cette jeune femme aux cheveux noirs comme la nuit bordelaise, aux yeux verts hérités de Dieu sait qui, travaillant comme assistante dans une galerie d'art du Marais. Étienne, lui, était le fils légitime, l'héritier, le golden boy de la famille Duval, avec ses costumes sur mesure et son sourire carnassier. Il avait 25 ans, un poste de banquier à la BNP Paribas, et une fiancée prénommée Isabelle, une blonde aux airs de mannequin qui ignorait tout de ses ténèbres. Notre mère, Élise, veuve éplorée, vivait recluse dans notre maison ancestrale, un hôtel particulier délabré aux abords de la Garonne, où les murs suintaient encore l'humidité des siècles passés. Les jours suivant la découverte de la lettre, j'ai feint l'innocence. Je souriais à Étienne lors des dîners familiaux, où il pérorait sur les 20 millésimés et les intrigues de la finance. Mais intérieurement, un poison se répandait. J'ai commencé à fouiller, à recompter les ombres. Les comptes bancaires falsifiés, les testaments modifiés à la hâte après la mort de père. Étienne avait tout orchestré, un faux accident, un chauffeur soudoyé. Et moi, innocente, qui avais hérité d'une misérable pension, pensant que c'était la volonté de père. Il m'avait volé ma vie. Et pire, il m'avait fait porter le deuil d'un mensonge. Grand-mère, la matriarche, savait. Oh, elle savait depuis le début. À 90 ans, avec ses yeux perçants comme des éclats de silex, elle trônait dans son fauteuil Voltaire, entourée de livres jaunis de Balzac et de Proust. C'est elle qui m'a donné la lettre. Un soir d'orage, alors que la foudre zébrait le ciel au-dessus de la Gironde. Lis, ma petite, et souviens-toi, le sang des Duval ne pardonne pas. Sa voix était un murmure rauque, imprégné d'accent gascon. Et dans ces mots, j'ai entendu l'écho des vendettas familiales qui hantaient notre lignée depuis la Révolution. J'ai décidé de ne rien dire. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai commencé à tisser ma toile. J'ai approché Isabelle, la fiancée d'Étienne, sous prétexte d'une exposition d'art contemporain. Elle était curieuse, naïve, avec ce rire cristallin qui masquait une soif de statut social. Ton frère est un homme exceptionnel, Camille, me disait-elle en sirotant un kir royal dans un café du quartier latin. Je hochais la tête. Et doucement, je plantais les graines du doute. Des anecdotes anodines sur les humeurs sombres d'Étienne.
Des allusions à des dettes cachées. Rien de concret. Juste assez pour qu'elle commence à questionner. Pendant ce temps, Étienne avançait ses pions. Il avait flairé quelque chose. Peut-être dans mon regard trop fixe. Ou dans les absences prolongées de grand-mère. Il vint me voir un soir. Dans mon appartement exigu de Montmartre. Avec une bouteille de Château Margaux, 1982. Sœur, tu sembles distante. Est-ce que tout va bien? Son sourire était un masque. Et je le vis. Pour la première fois. Le calcul derrière ses yeux bleus. Nous avons bu. Parlé de père. De la famille. Il a même pleuré. Des larmes de crocodile. Évoquant le deuil qui nous unit. J'ai feint la compassion. Mais au fond de moi, je comptais les verres. Sachant que l'alcool le rendrait loquace. C'est ainsi que j'appris le reste, il n'avait pas agencé l'accident seul. Notre oncle Henri, le frère cadet de père, était complice. Un avocat véreux de la place Vendôme, qui avait falsifié les documents pour détourner l'héritage vers Étienne. Ensemble, ils avaient planifié le meurtre. Motivés par une dette familiale ancestrale, père avait découvert leur fraude dans les vignobles. Des terres que grand-mère avait léguées à moi. En secret. Pour réparer les injustices du passé. Étienne rit en me racontant cela. Un rire nerveux. Pensant que je ne comprenais pas. C'était nécessaire. Camille. Pour la famille. La famille. Ce mot me brûlait comme de l'acide. Le lendemain, j'ai contacté un détective privé. Un ancien flic de la PJ nommé Moreau, qui opérait dans les bas-fonds de Pigalle. Pour 5 000 €, économisés sur mes maigres salaires, il creusa. Les preuves affluaient, relevés bancaires. Témoignage d'un mécanicien soudoyé. Même une photo floue d'Étienne et Henri dans un bistrot de la rive gauche. Trinquant à la fin d'un chapitre. Mais Moreau m'avertit, mademoiselle. La justice française est lente. Et les Duval ont des amis au placé. Si vous attaquez, préparez-vous à contre-attaquer. Je n'ai pas choisi la justice. Pas la loi des hommes. En tout cas, j'ai opté pour celle du sang. Mon premier coup fut subtil, une lettre anonyme envoyée à Isabelle. Avec des extraits des comptes falsifiés. Elle rompit les fiançailles le lendemain. Dans une scène théâtrale au restaurant Le Procope. Où Étienne, humilié, brisa une chaise contre le mur. Les ragots coururent vite dans les cercles parisiens, le fils Duval. Un escroc, sa carrière vacilla, la BNP le mit à l'épreuve. Et Henri, sentant le vent tourner, tenta de le lâcher. Mais Étienne était rusé. Un serpent qui mue sa peau. Il contre-attaqua en me faisant accuser de vol dans la galerie d'art. Un collier de perles disparut. Et devinez qui fut soupçonné? Moi. La sœur jalouse. La police vint. Perquisitionna mon appartement. Et je passai une nuit au commissariat du 18e. C'est là, dans une cellule froide imprégnée d'odeur de tabac froid, que je compris, il voulait me briser. Me faire passer pour la folle. La paria. Et le pire, c'est que mère, informée par lui, crut à ses mensonges. Camille, qu'as-tu fait? Me lança-t-elle au téléphone. Sa voix brisée par les calmants. Grand-mère intervint. Elle paya ma caution. Et dans la voiture qui nous ramenait à Bordeaux. Elle me dit, il est temps de frapper fort. Ma fille. Les Duval ne meurent pas en victime. Elle me révéla alors son propre secret. Elle avait empoisonné son mari. Mon grand-père. Pendant la guerre. Pour le sauver d'un sort pire, un collaborateur nazi. La vengeance n'est pas un péché. C'est une nécessité. De retour à Paris. Je montai d'un cran. Avec l'aide de Moreau. Je falsifiai des preuves contre Henri, un faux mail incriminant Étienne dans une affaire de blanchiment. Envoyé à un procureur zélé du parquet de Paris. L'enquête s'ouvrit. Et Henri fut interrogé.
Il craqua. Bien sûr. Accusant Étienne pour sauver sa peau. Mon frère se retrouva seul. Traqué par les médias. Son nom étalé dans le monde comme un scandale juteux. Frère et oncle impliqués dans le meurtre d'un vigneron bordelais. Il vint me supplier. Un soir pluvieux. Devant mon immeuble. Trempé. Les yeux rougis. Il s'agenouilla presque. Camille. C'est toi. N'est-ce pas? Arrête ça. Pour maman. Je le regardai. Ce traître qui avait pris la vie de père. Et je sentis une pitié fugace. Mais elle s'évapora quand il ajouta « Tu n'as jamais été une vraie Duval. Père ta juste pitié. » Ces mots scellèrent son sort. Le plan final se forma dans l'ombre de Notre-Dame. Alors que les cloches sonnaient minuit. J'invitai la famille à un dîner de réconciliation dans la maison de Bordeaux. Mère, affaiblie par son arthrite, accepta. Grand-mère hocha la tête en silence. Étienne arriva. Méfiant mais désespéré. Flanqué d'un avocat. Henri déclina. En fuite vers la Suisse. Le dîner fut tendu. Un balai de couteaux et de regards. Nous mangions du foie gras. Buvions du sauterne. Et les conversations glissaient sur des terrains minés. Puis, je sortis la lettre. La vraie. Celle d'Étienne. Je la lus à voix haute. Ma voix résonnant comme un glas dans la salle à manger lambrissé. Mère pâlit. Porta la main à sa poitrine. Étienne bondit. Hurlant, mensonge. C'est elle qui a tout manigancé. C'est là que grand-mère parla. Laisse-le parler. Murmura-t-elle à mère, qui s'apprêtait à appeler la police. Étienne déversa tout, le meurtre. La complicité d'Henri. Les falsifications. Il pleurait. Suppliait. Accusait le monde entier. Et moi, je l'enregistra. Discrètement. Avec un téléphone caché dans ma poche. Mais ce n'était pas assez. Quand il se tut, essoufflé, je me levai. Tu m'as volé, père. Mon héritage. Ma vie. Maintenant, je te prends la tienne. J'attrapai le couteau à découper. Celui gravé aux armoiries des Duval. Et je frappai. Une fois. Dans le dos. Précis. Entre les côtes. Il s'effondra. Gargouillant. Les yeux écarquillés de trahison. Mère hurla. Grand-mère se contenta de hocher la tête. C'est fait. La police arriva vite. J'avouai tout. Le meurtre. Les manipulations. Mes twists, l'enregistrement d'Étienne. Édité subtilement par Moreau. Le faisait passer pour le coupable. Un suicide théâtral après confession. Les experts balistiques conclurent à l'autodéfense, le couteau avait ses empreintes. Et mon « agression » était une mise en scène. Non. Attendez, le vrai twist. C'est que grand-mère avait tout prévu. Elle avait empoisonné le vin d'Étienne ce soir-là. Un poison lent qui l'aurait tué de toute façon. Mon coup de couteau n'était que la cerise sur le gâteau. Au procès. À la cour d'assises de Bordeaux. Je fus acquitté. Mère. Brisée. Se suicida des mois plus tard. Henri fut extradé. Condamné à perpétuité. Et moi, je repris les vignobles. Devins la duchesse des ombres de Saint-Émilion. Mais la nuit, je rêve d'Étienne. Son sang sur mes mains. Et je me demande, qui était le monstre? Lui. Ou moi? Sa sœur vengeresse? Les jours après le meurtre d'Étienne furent un tourbillon de chaos légal et de murmures scandaleux. Paris bruissait de rumeurs, la famille Duval. Ces aristocrates déchus des vins fins. Impliqués dans un fratricide passionnel. Les tabloïds comme Paris Match titraient « Sang et vengeance dans les vignes ». Avec ma photo en noir et blanc. L'air hanté. Juxtaposée à celle d'Étienne. Jeune et prometteur. J'étais devenu une célébrité maudite.
Une Antigone moderne dans un drame cornélien, où la loyauté familiale se muait en poison. Mais laissez-moi reculer. Car la vengeance n'est pas un éclair. C'est un orage qui gronde des années. Après la découverte de la lettre, j'avais plongé dans les archives familiales. Ces cartons poussiéreux entassés dans le grenier de la maison bordelaise. Là, entre des factures jaunies et des photos sépia, j'ai exhumé les premiers fils de la toile. Père Jacques Duval n'était pas seulement un vigneron prospère, il était un homme brisé par la guerre d'Algérie, où il avait perdu un œil et son innocence. Rentré en 1962. Il avait épousé Élise, ma mère, une institutrice de province aux idéaux gaullistes, et engendré Étienne, l'héritier mal parfait. Moi, j'étais venu plus tard, fruit d'une liaison avec une artiste peintre italienne, Maria, que père avait rencontrée lors d'un salon à Venise. Il m'avait reconnu à sa mort. Un geste d'amour qui avait enragé Étienne dès l'enfance. Les preuves de sa haine étaient partout, une fois qu'on savait regarder. Des journaux intimes d'Étienne, cachés sous son lit lors d'une visite surprise, Camille vole tout. Père la préfère. Je la hais. Des transferts d'argent suspects vers un compte offshore au Caïmans, alimenté par la vente illégale de parcelles familiales. Et puis, l'ultime clou, une cassette VHS, datée de la nuit de l'accident, montrant Étienne discutant avec le chauffeur. Un immigré maghrébin désespéré, dans un bar de la banlieue bordelaise. 50 000 €. Et l'affaire est faite. Père conduit comme un ivrogne après le dîner. J'ai visionné cette cassette dans une salle obscure de la Cinémathèque française. Le cœur battant. Moreau, mon détective, avait hacké l'ancien système de surveillance d'Étienne, un homme vaniteux qui filmait tout pour son ego. C'est de l'or. Mademoiselle. Grognatait-il. Sa moustache grise frémissant. Mais il ajouta, attention. Duval est connecté. Son patron à la BNP est cousin du ministre de la Justice. La peur me rongeait. Mais elle alimentait aussi ma détermination. Je commençais à me réinventer. Inscription à des cours de droit pénal à la Sorbonne. Sous un faux nom, Claire Moreau. En hommage à mon allié. J'apprenais les failles du système judiciaire français. Ces lenteurs bureaucratiques qui protègent les puissants. Parallèlement, je cultiva une façade, soirée mondaine dans le 7e arrondissement, où je charmais des avocats et des journalistes, semant des graines de doute sur les affaires troubles des Duval. Isabelle fut ma première victime collatérale. Après la lettre anonyme, elle ne se contenta pas de rompre, elle parla. À ses amis. À un blogueur people. Bientôt. Les réseaux sociaux, ces nouveaux salons de la Révolution, grouillés de postes, Étienne Duval scandale. Étienne riposta en Merceland. Des appels anonymes la nuit. Des fleurs empoisonnées livrées à mon travail. Une fois, il m'attendit sous la pluie place de la Concorde. Son visage tordu, tu joues avec le feu. Salope. Maman le saura. Maman. Elle était le pivot de ma torture. Élise Duval, avec ses chignons impeccables et ses robes Chanel usées, incarnait la France éternelle, catholique pratiquante. Lectrice de Mauriac. Viuve dévouée. Elle adorait Étienne, son petit prince, et me tolérait comme une ombre bienveillante. Quand l'accusation de vol frappa, elle me déshérita verbalement, « Tu n'es plus ma fille ». Ces mots me hantèrent plus que le meurtre à venir. Grand-mère, en revanche, devint mon ancre. Nous passions des après-midi dans son jardin suspendu, entouré de rosiers noirs et de statues grecques ébréchées. Elle me racontait les légendes familiales, comment son père, un républicain de 1848, avait guillotiné un cousin royaliste. La vengeance. Camille. C'est l'art de transformer la douleur en lame. Mais souviens-toi, elle te consumera.
Elle m'apprit à doser le poison, pas littéralement, mais métaphoriquement, des rumeurs distillées comme un armagnac. Des alliances forgées dans l'ombre. Le contre-coup d'Étienne s'intensifia. Il engagea un privé pour me suivre. Un malabar tatoué qui me filait dans le métro. Une nuit, il m'agressa dans une ruelle du canal Saint-Martin, un coup de poing qui me fêla la mâchoire. À l'hôpital, les flics notèrent la plainte. Mais pas de preuves. Étienne nia. Bien sûr. Avec un alibi en béton, dîner avec un sénateur. C'est alors que je décidai d'accélérer. J'approchai Henri. L'oncle. Lors d'une réception à l'Opéra Garnier. Ibre de champagne. Il se confia, Étienne est un fou. Il m'a forcé la main. Père méritait mieux. Avec cette confession enregistrée, je fis chanter Henri. Aide-moi. Ou tout sort au Figaro. Il accepta. Terrify. Et fournit des documents, contrats falsifiés. Vehemence. Mais les traîtres se trahissent toujours. Henri alerta Étienne, qui prépara sa défense, une accusation de chantage contre moi, avec des faux témoignages de collègues de la galerie. La tension culmina lors d'un week-end familial forcé à Saint-Émilion. Les vignes automnales, rougissantes comme du sang, encadraient notre pique-nique. Mère toussait. Affaiblie, grand-mère observait, Étienne souriait. Mais ses mains tremblaient sur le panier. Il tenta de m'empoisonner, un sandwich au foie gras saupoudré d'une drogue somnifère. Je le sentis. Recricae discretement. Ce soir-là, dans ma chambre, je pleurais pour la première fois depuis la lettre. Pas de peur, mais de rage pure. Il pagliera. Jure et jeu à la lune gasconne. De retour à Paris, je finalisai le piège. Moreau arrangea la rencontre avec un procureur incorruptible. Un basque au nom imprononçable, qui promit une enquête discrète. Mais Étienne frappa le premier. Il falsifia un testament de grand-mère, me déshéritant au profit d'une fondation caritative, ironie cruelle. La nouvelle me parvint par courrier, tamponnée de la chambre des notaires. Je ripostai par le feu. Littéralement, un incendie mineur dans le bureau d'Étienne à la BNP, allumé par un mégot accidentel. Les dossiers brûlèrent, y compris ceux sur nos fraudes partagées. Il fut suspendu, et le scandale éclata. Les actionnaires hurlèrent. Les médias s'emballèrent. Étienne. Acule. Appela. Tu vas trop loin. Camille. Jitte de trouwerij. Trop tard. Frère. Erpondicie. Et je raccrochai. Le dîner de réconciliation fut une symphonie macabre, orchestrée dans les entrailles de notre maison Duval. J'avais tout prévu, le menu composé par un traiteur bordelais, escargot à la bourguignonne, magret de canard aux figues, et ce sauterne 1947, millésimé l'année de ma naissance. La table était dressée dans la salle des banquets, sous un lustre de cristal qui jetait des éclats comme des larmes figées. Mère présidait, pâle dans sa robe de soie noire, un crucifix pendant à son cou. Grand-mère, à ma droite, tricotait un châle invisible, ses aiguilles cliquetant comme des couteaux. Étienne arriva en retard, escorté de son avocat, un requin lyonnais nommé Bertrand. Pour la famille, dit-il en entrant, embrassant mère sur les deux joues. Son parfum, un vétiver lourd, masquait la sueur de la peur. Je l'accueillis avec un sourire de madone, lui servant un apéritif généreux. À la paix. Trinquatait-il, ses yeux fouillant les miens pour un indice de faiblesse. La conversation glissa sur des riens, les vendanges précoces dues au réchauffement climatique, les expositions au Louvre. Mais sous la surface, la tension bouillonnait. Mère, sentant l'orage, tenta de détendre. Rappelez-vous quand Étienne et Camille jouaient dans les vignes. Petit,
Étienne rit. Un aboiement forcé. Oui. Et Camille gagnait toujours. La petite voleuse. Le mot « voleuse » plana comme un corbeau. Je posai ma fourchette. Et c'est alors que je sortis la lettre. Pliée avec soin. Jaunie par le temps. Je la dépliai sous la lumière des bougies. Lisa. Frère. Où dois-je le faire pour toi? Sa confession. Mot pour mot, le plan. L'argent. La haine viscérale pour cette bâtarde. Le silence tomba. Plus lourd qu'un suaire. Mère porta la main à sa bouche. Ses yeux s'écarquillant. Étienne. Mon Dieu. Il bondit. Renversant son verre. Le vin rouge se répandant comme du sang sur la nappe damassée. Faucette. C'est un faux. Maman. Camille est folle. Elle fabrique des preuves. Bertrand. L'avocat. Intervint. Calmez-vous. Monsieur Duval. Nous pouvons régler ça à l'amiable. Mais grand-mère leva une main arthritique. Laisse-le parler. Murmura-t-elle à mère, qui s'était levée. Titchebant. Vers le téléphone. Étienne. Page. Explosa. Les mots jaillirent comme un geyser. Le rendez-vous avec le chauffeur. Les nuits blanches à falsifier les papiers. La joie perverse quand la voiture de père avait dérapé sur la route glissante. Il le méritait. Il voulait tout lui donner. À elle. À cette erreur italienne. Il pointa un doigt tremblant vers moi. Le visage congestionné. Je l'enregistrais. Le cœur de mon téléphone vibrant dans ma poche. Chaque syllabe était une brique dans mon mur de justice. Mère s'effondra en sanglots, murmurant des prières à la Vierge. Grand-mère. Impassible. But une gorgée de vin. Ses yeux brillants d'une lueur ancienne. Puis, le dénouement. Étienne, réalisant son piège, se tourna vers moi. Les poings serrés. Tu m'as piégé. Sorcière. Je vais te pourrir la vie. Ilavanka. Mendicant. Et dans un réflexe, où était ce calculé? J'attrapai le couteau. La lamée. Aiguisé pour le magret. S'enfonça facilement. Un craquement sourd entre les vertèbres. Il tituba. Surprise. Les mains agrippant la table. Ça. Camille. Gargouilla-t-il. Avant de s'écrouler. Son sang formant une mare qui rampa vers les pieds de mère. Le chaos. Mère hurla. Un cri primal qui traversa les murs. Bertrand appela les gendarmes. Panique. Grand-mère se leva lentement. Posa une main sur mon épaule. Bien joué. Ma petite. Mais maintenant. La vraie bataille commence. Les sirènes hurlèrent dans la nuit bordelaise. On Embarqua. Menotté. Dans une cellule du commissariat central. Là. Dans l'odeur de désinfectant et de désespoir. Je revis la scène en boucle, le choc dans ses yeux. Le poids du couteau. Était-ce vengeance? Ou meurtre? La ligne s'effaçait. Au petit matin, Moreau arriva avec un avocat. Une femme acérée prénommée Léa. Spécialisée en affaires familiales tordues. On a l'enregistrement. Et le poison dans son verre. Grand-mère l'a dosé pour qu'il confesse avant de mourir. Vous êtes clean. Le poison, je l'ignorais. Grand-mère avait agi seule, protégeant son sang. Le procureur, ce basque obstiné, entendit l'affaire en urgence. Les médias campaient dehors. Flash crépitant comme des coups de feu. Mère refusa de témoigner. Interné en clinique psychiatrique. Grand-mère, interrogée, se contenta de « la famille se règle en famille ». Le procès à la cour d'assises de Bordeaux fut un cirque gothique. Un mélange de théâtre racinien et de télé-réalité sordide. La salle, avec ses boiseries sombres et ses portraits de juges poudrés. Puait l'histoire,
celle des procès de la Terreur, où les Duval avaient déjà saigné. J'entrai me noter, flanqué de Léa, face à un jury de provinciaux ébahis, vignerons burinés, mère au foyer pieuse, un prof d'histoire aux lunettes pincées. Le juge, un homme sec nommé Fournier, aux manières d'un Victor Hugo en retraite, frappa le marteau. Accusé de meurtre avec préméditation. Camille Duval. Les flashs explosèrent. L'accusation, menée par un procureur adjoint au verbe fleuri, peignit Étienne en martyr, un fils aimant, piégé par une sœur jalouse, une bâtarde assoiffée d'héritage. Ils jouèrent la carte du genre, du scandale, moi, la femme fatale, lui, le mal trahi. Léa contre-attaqua avec maestria. L'enregistrement fut projeté. La voix d'Étienne résonnant comme un fantôme, ses aveux crus. Sa haine palpable. Le jury tressaillit. Puis, les experts, le poison dans le verre. Traces de digital, grand-méresse secret. Extrait des rosiers du jardin. L'accusé agissait en légitime défense morale, Arguelia. invoquant des précédents de la Cour de cassation sur les passions familiales. Mais le twist surgit du camp adverse. Henri, extradé de Genève dans une cellule capitonnée, témoigna par vidéo. Étienne était innocent. C'est Camille qui a tout manigancé. Elle a falsifié la lettre. Drogué son frère. Mensonge et honté. Mais semé de vérités tordues, il révéla ma liaison avec Maria, ma mère biologique, venue de Rome pour réclamer sa part. J'ignorais cela. Étienne l'avait caché pour me briser. Le jury se divisa. Les femmes Empathiques. voyaient en moi une victime de patriarcat toxique. Les hommes traditionalistes. Murmurant, sorcière. Les débats firent la une, fratricide ou justice poétique. Des manifestations dehors, féministes pour moi. Cateau pour Étienne. Grand-mère témoigna. Frêle mais implacable. J'ai élevé ses enfants dans l'honneur. Étienne l'a souillée. Elle raconta la guerre. Son propre meurtre, un euphémisme pour l'empoisonnement. Le juge hésita. Mais le basque procureur, mon allié secret, glissa un dossier, preuve contre Henri. Blanchiment massif. Verdict, non-lieu. Acquitté. La salle explosa. Applaudissements. Hughes. Dehors. La foule se scinda. Justice. vs meurtre. Mère, sortie de clinique, me cracha au visage. Tu as tué mon fils. Puis se tailla les veines dans la Garonne. Un suicide aquatique. Poétique et tragique. Je repris les vignes. Mais vides. Maria Apparat. Une femme aux cheveux de flamme, me tendant une lettre de père. Protège notre sang. Camille. Les mois post-procès furent un exil intérieur. Saint-Emilion. Avec ses châteaux croulants et ses vendanges mécaniques, devint ma prison dorée. Je dirigeais le domaine Duval, exportant des cuvées nommées Ombre fraternelle. Un vin corsé, Hammer. qui remporta un prix au Salon de l'agriculture. Les Parisiens affluaient, curieux de la vigneronne vengeresse. Mais je les recevais en fantôme, souriant sans joie. Le twist final vint d'une lettre posthume d'Étienne, découverte dans son coffre-fort par Bertrand, l'avocat repentant. Il l'avait écrite avant le dîner. Un suicide pactuel, si Camille gagne. Qu'elle sache, je n'ai pas tué père. C'était Henri. Seul. J'ai pris le blâme pour protéger la famille, et toi. Sir. Car tu étais innocente. Ma haine était un masque pour te sauver de la vérité. Père t'a déshérité parce que tu es sa fille. Mais pas la mienne. Inceste. Murmuré dans les veines du Val. Le monde bascula. Étienne. Mon bourreau. Était mon protecteur?
Père avait abusé de Maria. Et moi? Fruit maudit. La vengeance. Vain. J'ai brûlé la lettre. Mais le doute ronge. Grand-mère Morant. confessa. Tout était pour te sauver. Petite. Le poison. Le couteau, une mise en scène pour que tu hérites sans tache. Elle mourut en riant. Un gargouillis gascon. Aujourd'hui. Je marche les vignes. Le vent salé de l'Atlantique fouettant mon visage. Ai-je gagné? Ou suis-je la plus trahie? Le sang des Duval coule toujours. Et la vengeance Éternel. divise les âmes. Lisez ceci. Et jugez, héroïne ou monstre.